Que se passerait-il si les cauchemars les plus glaçants ne naissaient pas de l'imagination, mais attendaient patiemment leur heure dans les pages des archives historiques? Que se passerait-il si les scénarios les plus tordus et inquiétants avaient été écrits, non pas par des maîtres hollywoodiens de l'horreur, mais par la vie elle-même, et ce dans un passé récent? Il existe une frontière subtile où la fiction cède la place à la réalité glaçante. Et lorsque cette frontière s'efface de véritables histoires, émergeant à côté desquelles n'importe quel film d'horreur semble être un conte inoffensif. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seront la meilleure des reconnaissances. Merci, vous ne rêvez pas. Ce ne sont pas des fictions, mais de réels moments enfouis sous une couche de poussière, dans des rapports officiels, des coupures de journaux et des souvenirs de témoins. Des pièges mortels dans la grotte de Nattipati dans l'Utah, qui sont devenus le dernier refuge d'un jeune explorateur aux disparitions massives inexpliquées et aux expériences terrifiantes hors de contrôle. Des meurtres non résolus enveloppés d'un silence sinistre aux horreurs se déroulant à la lumière du jour. Voici les 20 mystères les plus effrayants et les événements les plus troublants de l'histoire moderne. Éteignez les lumières. Nous commençons. Chacune de ces histoires prouvera que la plus riche des fantaisies ne peut se comparer à ce que la réalité peut créer. Que reste-t-il de la sainteté lorsque son enveloppe corporelle est soumise aux lois de la nature? En 1958, lorsque le pape Pie XII a quitté ce monde, le Vatican se préparait à montrer au monde un adieu empreint de révérence et de chagrin. Cependant, au lieu de cela, le monde a été témoin d'un spectacle grotesque, où la foi a été confrontée à la biologie implacable. Le pape de son vivant avait rejeté les méthodes modernes d'embaumement, faisant confiance à son médecin, qui avait proposé une technique expérimentale de conservation à l'aide d'huiles aromatiques et d'herbes. Le corps du pontife a été enveloppé dans du cellophane et placé dans un état de décomposition qui s'aggravait chaque minute. La peau du pape a pris une teinte vert mort. Les gaz accumulés à l'intérieur ont enflé sa cage thoracique à tel point, selon les témoins, qu'elle a éclaté avec un bruit sourd. Une odeur suffocante et nauséabonde a rempli la place, faisant même reculer et perdre connaissance les gardes suisses aguerris. Ce n'était pas seulement un échec rituel, c'était une démonstration terrifiante que face à la mort, tous sont égaux. Tant un simple mortel qu'un représentant de Dieu sur terre. Le Vatican, en panique, a tenté de cacher la honte, limitant les prises de vue et étouffant les détails. Mais l'odeur de la vérité, tout comme l'odeur de la décomposition, était impossible à dissimuler. Cet événement est entré dans l'histoire comme un sinistre rappel de la brièveté de la chair, même celle considérée presque comme sacrée. Il existe dans l'État de l'Utah un endroit qui n'est plus une grotte mais une tombe. Son entrée est scellée par du béton non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour qu'une personne y reste pour toujours. En 2009, à la veille de Thanksgiving, un spéléologue expérimenté, John Edward Jones, a décidé d'explorer la grotte de Nattipati avec son frère. Cela devait être une aventure passionnante, mais la Terre en avait d'autres plans pour lui. À la recherche d'un passage connu sous le nom de canal de la lignée, John a commis une erreur fatale. Il a glissé dans une fente traîtreusement étroite, tête la première, et la Terre a refermé ses mâchoires de pierre. Il s'est retrouvé piégé en position inversée, comprimé de tous côtés dans un passage de 25 cm de large. Une bataille désespérée de 24 heures pour sa vie a commencé. Les sauveteurs, utilisant un système complexe de cordes et de poulies, ont tenté de le sortir de son emprisonnement rocheux. Mais chaque centimètre qu'il réussissait à conquérir la grotte le reprenait avec une force implacable. Pour John, ce furent des heures de pure horreur. Du sang affluant vers son cerveau, un corps engourdissant lentement, et la prise de conscience que les murs qu'il aimait tant explorer étaient donc devenus son sarcophage. Son cœur n'a pas tenu. Extraire le corps était impossible. En accord avec la famille endeuillée, les autorités ont pris la seule décision possible, sceller la grotte à jamais, en faisant un mémorial éternel à l'une des tragédies les plus claustrophobes de l'histoire. En 1968, dans les jungles impénétrables de la Guyane, le monde a découvert une scène horrible. Plus de 900 corps soigneusement disposés autour d'un pavillon central. Des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. Ils n'ont pas été tués par un ennemi, mais ont ingéré du poison des mains de leur leader, le révérend Jim Jones, commettant ce qu'il a appelé un suicide révolutionnaire. Jonestown a commencé comme un mirage, comme un rêve d'une société idéale sans racisme ni injustice. Des milliers de personnes ont suivi Jones dans ce paradis sur Terre, fuyant les problèmes de l'Amérique des années 70. Mais le paradis s'est rapidement transformé en camp de concentration dirigé par la paranoïa, la peur et le contrôle total de l'esprit.
La fin est survenue lorsque le congressiste américain Leo Ryan est arrivé pour une inspection afin de vérifier des rumeurs de violence et de détention. Voyant la vérité, il a tenté de faire sortir un groupe de déserteurs. Sur la piste de décollage, ils ont tous été abattus par les hommes de Jones. Réalisant que son empire s'effondrait, Jones a convoqué ses partisans pour une dernière réunion. Il les a convaincus que des ennemis arrivaient pour torturer leurs enfants et détruire tout ce qu'ils avaient construit. La seule issue, selon lui, était de partir avec dignité. Sous la pression de la sécurité armée et des partisans fanatiques, des centaines de personnes ont bu un punch au cyanure. Ce n'était pas un choix libre. C'était un massacre orchestré par un fou qui a entraîné dans la tombe tous ceux qui lui avaient fait confiance. Au cœur des montagnes de l'Oural, en 1959, une tragédie s'est déroulée qui reste encore inexpliquée. 9 touristes soviétiques expérimentés, pleins de vie et d'enthousiasme, sont partis en randonnée dont personne n'est revenu. Lorsqu'ils ont été retrouvés, la scène qui s'est présentée aux sauveteurs était si étrange et terrifiante qu'elle a engendré des décennies de spéculations. Leurs tentes avaient été découpées de l'intérieur comme s'ils avaient tenté de fuir en panique quelque chose qui se trouvait juste à l'intérieur. Leurs corps étaient éparpillés sur la pente. Certains étaient pieds nus et en sous-vêtements malgré le froid mortel. Mais ce qui était le plus effrayant, ce sont leurs blessures. Certains avaient des côtes fracturées et des crânes écrasés, mais sans aucune lésion externe, comme s'ils avaient été comprimés par une force monstrueuse. D'autres avaient les yeux et les langues arrachés. La conclusion officielle était que les touristes étaient nat à mort, la suite d'une force naturelle irrésistible. Mais quelle était cette force ? Une avalanche n'aurait pas laissé de telles blessures étranges. Une attaque d'hommes ou d'animaux aurait laissé des traces de lutte, des essais militaires, des extraterrestres, des infrasons provoquant la folie. Le passage de Dyatlov n'est pas seulement un mystère, c'est une plaie sur le corps de la logique, une question froide et silencieuse gravée dans le pergélisol éternel. Le silence peut être trompeur. En 1222, dans la ferme isolée de Hinterkaifeck en Bavière, le silence a été rompu de la manière la plus brutale. Quelques jours avant la tragédie, la famille Gruber vivait dans un état de peur silencieuse et inexplicable. Ils entendaient des pas dans le grenier, trouvaient des traces dans la neige menant à la maison, mais pas de retour, des clés disparaissantes. Ils ressentaient une présence invisible, puis cette présence s'est manifestée. Une nuit, quelqu'un armé d'une houe a méthodiquement tué les 6 occupants de la ferme. Les propriétaires, leur fille, 2 petits-enfants et une nouvelle servante qui était arrivée à la ferme quelques heures avant sa mort. Mais ce qui est le plus terrifiant dans cette histoire n'est pas le massacre lui-même, mais ce qui s'est passé après. Le meurtrier ne s'est pas enfui, il est resté. Pendant plusieurs jours, il a vécu dans une maison pleine de cadavres. Les voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée, quelqu'un nourrissait le bétail et le chien quelqu'un mangeait dans la cuisine et dormait dans le lit des propriétaires. Lorsque les voisins, inquiets de la longue absence des Gruber, sont finalement entrés dans la maison, ils ont découvert un bain de sang. La police a interrogé des centaines de personnes, mais n'a jamais trouvé ni le meurtrier ni un mobile clair. Le criminel semblait surgir de nulle part commettant son rituel sanglant et disparaissant, laissant derrière lui une question glaçante, qui était ce monstre qui n'a pas seulement tué, mais a aussi élu domicile dans la maison de ses victimes. Au XXIe siècle, nous avons l'habitude de croire que rien ne peut disparaître sans laisser de traces. Nous vivons dans un monde de satellites, de radars et de GPS. Mais le 8 mars 2014, cette croyance a été brisée. Le vol MH370, un Boeing 777 avec 239 âmes à bord, a décollé dans le ciel nocturne et s'est simplement évaporé. 38 minutes après le décollage, il a disparu des radars civils. Il n'y a eu aucun signal de détresse, aucun message de problème. Les derniers mots sur la mort du pilote étaient banals. Bonne nuit Malaysia 370. Et puis le silence. L'enquête qui a suivi s'est transformée en un cauchemar surréaliste. Les radars militaires et les données satellites ont montré que l'avion ne s'était pas écrasé. Il avait fait demi-tour, effectué plusieurs manœuvres étranges et volé encore 7 heures, s'enfonçant de plus en plus dans l'océan Indien, jusqu'à devenir un fantôme numérique. La plus grande opération de recherche de l'histoire n'a rien donné. Comment un énorme avion, un sommet de l'ingénierie, a-t-il pu simplement disparaître de la surface de la Terre ? Était-ce un détournement sophistiqué, un suicide collectif du pilote, une défaillance catastrophique qui aurait privé de conscience tous ceux à bord ou quelque chose d'encore plus étrange ? MH370 n'est pas un accident aérien. C'est une fable terrifiante sur la fragilité de nos technologies et sur le fait que même à notre époque de contrôle total, il existe des abysses capables d'engloutir sans laisser de traces 239 vies humaines. L'hôtel Cecil à Los Angeles n'est pas simplement un bâtiment, c'est une cicatrice sur le corps de la ville, un lieu imprégné d'histoires de tueurs en série, de suicides et de morts inexpliquées.
En 2013, il a ajouté à sa chronique sinistre un nouveau chapitre viral. La Canadienne Elisa Lam a disparu sans laisser de traces de sa chambre. Les recherches n'ont pas donné de résultats jusqu'à ce que les clients de l'hôtel commencent à se plaindre d'un goût étrange et d'une couleur inhabituelle de l'eau qui coulait des robinets. La vérité s'est révélée plus effrayante que toutes les spéculations. Le corps d'Elisa a été retrouvé dans l'un des 4 énormes réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel. Elle était nue et ses affaires flottaient à proximité. Comment était-elle arrivée là? C'était un mystère. La porte du toit était verrouillée, et les trappes des réservoirs étaient trop lourdes pour qu'une jeune femme frêle puisse les ouvrir et les fermer de l'intérieur. Mais le véritable cœur de ce cauchemar était la dernière vidéo de la caméra de surveillance dans l'ascenseur. On y voyait Elisa se comporter de manière très étrange. Elle se cachait comme si elle fuyait quelqu'un, gesticulait en parlant à un interlocuteur invisible, sortait et rentrait tandis que l'ascenseur restait avec ses portes ouvertes, ne réagissant pas aux pressions des boutons. La version officielle était un accident causé par un trouble bipolaire. Mais la vidéo raconte une autre histoire. L'histoire d'une terreur authentique, d'une rencontre avec quelque chose ou quelqu'un que la caméra n'a pas capturé. Et de la façon dont l'obscurité de l'ancien hôtel a englouti une autre âme, ne laissant derrière elle que des questions inquiétantes et un goût de mort dans l'eau du robinet. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, avant même que la première bombe ne tombe, une vague de terreur silencieuse sanctionnée par le gouvernement a déferlé sur la Grande-Bretagne. Un pamphlet officiel intitulé « Conseil aux propriétaires d'animaux » a été publié. Son contenu était simple et monstrueux. En cas de guerre, la nourriture manquerait et les animaux souffriraient des bombardements. Par conséquent, la solution la plus humaine était de les euthanasier à l'avance. Ce n'était pas un caprice, mais un calcul froid et rationnel. Et la nation a obéi. Des centaines de milliers de propriétaires aimants ont conduit leurs chiens, leurs chats et d'autres animaux de compagnie chez le vétérinaire. Les files d'attente s'étendaient sur des pâtés de maison. En une semaine, environ 50 000 animaux de compagnie ont été exterminés. Ce n'était pas de la cruauté, mais une tragédie née de la peur et du sens du devoir. Les gens pleuraient en étreignant leurs animaux pour la dernière fois, croyant les sauver d'un sort pire. Ce grand nettoyage est l'une des blessures les plus étouffées de la société britannique. Elle montre à quel point la civilisation peut céder facilement à la peur primitive et comment les actes les plus monstrueux peuvent être commis avec les meilleures intentions, ne laissant derrière eux qu'un silence assourdissant et un vide dans des maisons où hier encore résonnait l'aboiement joyeux. En décembre 1948, sur la plage de Somerton en Australie, les vagues ont échoué sur le rivage quelque chose de plus mystérieux que n'importe quel mystère marin. Le corps d'un homme impeccablement habillé. Il n'avait aucun document sur lui. Toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été coupées, personne ne pouvait l'identifier. L'autopsie n'a révélé aucune cause de décès, ni poison ni blessure. Il avait simplement cessé de vivre. Mais ce qui était le plus étrange était caché dans une poche secrète de son pantalon. Un petit morceau de papier avec 2 mots « Tamam Shud » qui en persane signifie « terminé ». Ce morceau avait été arraché d'une édition rare du Rubaiyat d'Omar Khayyam. La police a trouvé le livre lui-même abandonné dans la voiture de quelqu'un. Sur sa dernière page, un étrange code écrit à la main que les meilleurs cryptographes du monde n'ont pas pu déchiffrer jusqu'à ce jour. Qui était cet homme? Un espion de la guerre froide éliminé sans laisser de traces un amoureux malheureux. Des tests ADN récents ont supposément établi son identité, un certain Carl Webb. Mais ce nom n'a répondu à aucune question. Que signifie le code? Pourquoi est-il mort? Et qu'est-ce que ça qui s'était terminé ce jour de décembre sur cette plage déserte? L'homme de Somerton n'est pas simplement une affaire non résolue. C'est un mystère parfait, un rébus humain laissé par l'histoire sans clé pour le déchiffrer. Dans l'océan Atlantique, un vaisseau fantôme a été trouvé. La Maria Céleste dérivait sous voile pleine dans un état parfait. La cargaison des milliers de fûts d'alcool était intacte. Dans les cabines se trouvaient des effets personnels de l'équipage, une boîte à couture était posée, et dans la cabine du capitaine des jouets pour enfants. Tout était à sa place sauf les gens. 10 personnes, le capitaine, sa femme, leur fille de 2 ans et 7 membres d'équipage avaient disparu sans laisser de traces. La seule chose manquante était le canot de sauvetage et les instruments de navigation. La dernière entrée dans le journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt et ne contenait rien d'inquiétant. Le temps était bon, ce qui aurait pu pousser 10 personnes au milieu d'un océan calme à quitter précipitamment un navire parfaitement fonctionnel et sûr. Des pirates, un mutin, un monstre marin. Ou peut-être que des vapeurs d'alcool dans la cale ont provoqué une panique et l'équipage craignant une explosion s'est temporairement éloigné dans les canaux mais n'a jamais pu revenir. Aucune théorie n'explique l'absence totale de traces de lutte ou de panique.
La Maria Céleste est un mystère maritime parfait. Le navire est la scène sur laquelle une sorte de drame a été joué, mais tous les acteurs ont disparu en plein acte, laissant les spectateurs dans un perpétuel étonnement. Dans les archives les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, parmi les théories sur les armes secrètes et les rituels cultuels, se cache une théorie particulièrement troublante. Il s'agit d'une photographie prétendument trouvée en 1945 sur une base nazie secrète. Elle montrerait une rencontre entre des hauts responsables SS et des êtres d'origine extraterrestre. Cette photographie granuleuse et controversée est du combustible pour les théories du complot sur un pacte extraterrestre. Un régime désespéré perdant la guerre sur tous les fronts aurait-il pu conclure un marché avec des forces qui dépassent notre compréhension en échange de technologies ou d'un chemin vers le salut? Ou n'est-ce qu'une habile falsification d'après-guerre jouant sur notre fascination pour les mystères du Troisième Reich? Examinez l'image. La forme pourrait être réelle, mais qu'en est-il des visages et pas seulement humains? Était-ce le dernier et le plus fou des paris d'Hitler, ou simplement un autre mythe né dans la fumée de la défaite? À vous de décider. En 1820, la réalité s'est révélée plus horrible que n'importe quel mythe marin. Le baleinier Essex a été attaqué et coulé par un gigantesque cachalot, un événement si incroyable qu'il a inspiré le roman Moby Dick. 20 marins survivants se sont retrouvés dans 3 minuscules canots au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique. Ils avaient presque pas de nourriture ni d'eau. Et ainsi a commencé leur immersion de 90 jours dans l'enfer. Au début, ils ont mangé leurs camarades décédés. Puis, lorsque la mort par famine est devenue trop lente, ils ont commencé à tirer au sort. Le perdant devait être tué et mangé pour que les autres puissent vivre quelques jours de plus. La civilisation, la morale, l'humanité, tout cela a été emporté par l'eau salée et brûlé par le soleil implacable. Il ne restait qu'un instinct, survivre à tout prix. Sur 20 personnes, seules 8 ont survécu, mais leurs âmes ont été à jamais mutilées par ce qu'elles ont dû voir et faire. L'histoire de l'Essex n'est pas un récit de lutte contre la mer. C'est une exploration glaçante de la mince frontière qui sépare l'homme de la bête et de la facilité avec laquelle elle peut être franchie lorsque la vie est en jeu. Numéro 13. En 1971, la cave de l'université de Stanford s'est transformée en laboratoire d'études du mal. Le psychologue Philippe Zimbardo voulait comprendre comment les rôles sociaux influent sur le comportement humain. Il a recruté un groupe d'étudiants ordinaires en bonne santé mentale et les a répartis au hasard en prisonniers et gardiens dans une prison improvisée. L'expérience prévue pour 2 semaines a dû être interrompue après 6 jours car l'enfer s'était libéré. Les étudiants gardiens revêtus d'uniformes et armés de matraques se sont transformés. Les pacifistes d'hier sont devenus des sadiques raffinés. Ils ont humilié les prisonniers et les ont privés de sommeil, les ont contraints à exécuter des ordres dégradants, les ont montés les uns contre les autres. Les prisonniers, quant à eux, se sont effondrés. Ils sont devenus passifs, déprimés, certains ont subi des crises nerveuses. Le plus terrifiant, c'est que ce n'était pas un jeu. Les gardiens prenaient un réel plaisir à leur pouvoir et les prisonniers ressentaient une véritable peur et désespoir. L'expérience de Stanford est un miroir terrifiant montrant que le monstre ne vient pas de l'extérieur. Il sommeille en chacun de nous et parfois il suffit de donner à une personne un peu de pouvoir et un uniforme pour le réveiller. Numéro 14. Il y a des peurs qui vivent profondément dans notre subconscient et l'une des plus anciennes est d'être enterré vivant. Pour Octavia Hatcher en 1841, cette peur est devenue réalité. Une jeune femme accablée par la mort de son petit garçon est tombée dans une étrange maladie ressemblant à un coma. Les médecins ont constaté la mort. Dans le climat chaud du Kentucky, les funérailles ont été rapidement organisées, mais bientôt des rumeurs ont commencé à circuler en ville. D'autres personnes souffrant de la même maladie du sommeil se sont réveillées. Horrifiés par cette terrible hypothèse, le mari d'Octavia a demandé une exhumation. Ce qu'ils ont découvert en ouvrant le cercueil était plus effrayant que n'importe quel cauchemar. L'intérieur du cercueil était griffé et déchiré en lambeaux. Les ongles d'Octavia étaient becqués, brisés et ensanglantés. Sur son visage se lisait une expression d'horreur indicible. Elle s'était réveillée dans l'obscurité étouffante à 6 pieds sous terre. Elle avait crié, s'était débattue, avait essayé de s'échapper jusqu'à ce que l'air vienne à manquer. Sa seconde mort a été l'asphyxie dans sa propre tombe. Cette histoire n'est pas simplement une légende urbaine. C'est un cas documenté où un cauchemar primitif s'est matérialisé. 15. Le 26 avril 1986, l'humanité a regardé dans l'abîme. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl n'était pas simplement un accident, c'était une éruption d'un ennemi invisible, inaudible et implacable, la radiation.
Les premiers à se battre contre cet ennemi furent les pompiers. Ils ne savaient pas qu'ils allaient à une mort certaine. Ils ont éteint le feu en se tenant sur le toit du réacteur inhalant de la poussière radioactive et recevant des doses des milliers de fois supérieures à la mortelle. Dans les jours et semaines qui ont suivi, ils sont morts dans d'atroces souffrances, leur corps se décomposant littéralement vivants. Le gouvernement soviétique a tenté de cacher l'ampleur de la catastrophe. Pendant que l'Europe tirait la sonnette d'alarme, la ville de Pripyat vivait sa vie normale encore 36 heures. Les enfants jouaient dans les rues, inhalant l'air mortel. L'évacuation est arrivée trop tard. Tchernobyl n'est pas seulement une histoire de catastrophe technologique, mais aussi de mensonges qui tuent aussi efficacement que la radiation. La zone d'exclusion avec ses villes abandonnées et sa nature sauvage est un monument éternel à l'arrogance humaine et au prix à payer lorsque nous tentons de dompter des forces que nous ne comprenons pas complètement. La nuit de Noël 1945, un incendie a éclaté dans la maison de la famille Soder en Virginie occidentale. Les parents George et Jenny et leurs 4 enfants ont réussi à s'échapper, mais 5, Maurice, Martha, Louise, Jenny et Betty, sont restés à l'intérieur. La maison a été complètement réduite en cendres, mais lorsque les cendres se sont refroidies, les pompiers n'ont trouvé rien, ni os ni fragments de corps. La version officielle disait que les enfants avaient brûlé complètement, mais les parents n'y croyaient pas. Il y avait trop de choses étranges. L'échelle qui était toujours à côté de la maison avait disparu. La ligne téléphonique avait été coupée. L'un des fils survivants avait vu un étranger observer l'incendie. La famille Soder était convaincue que leurs enfants avaient été enlevés et que l'incendie n'était qu'un camouflage. Pendant des décennies, ils ont cherché leurs enfants, installant un énorme panneau publicitaire avec leurs photos et une promesse de récompense. Un jour, ils ont reçu par la poste une photo d'un jeune homme étrangement ressemblant à leur fils Louis, devenu adulte. Mais ils n'ont jamais pu le retrouver. Numéro 17. L'histoire des enfants, Soder est une plaie béante dans le cœur de la famille. Un mystère où le feu a détruit la maison mais a engendré encore plus de questions. Redbone. Il était assis dans la loge à côté du président et de sa femme. Il s'est précipité le premier sur le tueur et a reçu un coup de couteau profond. La blessure physique a guéri, mais la blessure psychologique a continué à suppurer. Redbone n'a jamais pu se pardonner de ne pas avoir sauvé le président. Le sentiment de culpabilité mélangé à un stress post-traumatique s'est transformé en paranoïa et en folie. Il voyait des complots, entendait des voix. La tragédie au théâtre le hantait comme un fantôme. Ce fantôme l'a suivi à travers l'Atlantique lorsqu'il a été nommé consul en Allemagne. Et là, à la veille de Noël 1883, presque 20 ans après l'assassinat de Lincoln, la folie l'a totalement englouti. Dans un accès de rage, il a tué sa femme Clara, celle qui était avec lui dans la loge ce soir-là, puis a tenté de se suicider. Il a survécu et a passé le reste de ses jours dans un asile pour criminels. L'histoire de Henry Redbone est un épilogue terrifiant à l'une des tragédies les plus célèbres, un rappel que la violence a un écho qui peut résonner pendant des décennies et emporter de nouvelles vies. Dans la Nouvelle-Zélande victorienne, pour une femme donner naissance à un enfant hors mariage était équivalent à un suicide social. Et dans cette atmosphère de honte et de désespoir, Minnie Dean est apparue proposant une solution. Elle était une fermière d'enfants prenant en charge des bébés non désirés pour une rémunération. Pour les mères désespérées, elle était une salvatrice. En réalité, elle était une tueuse en série. Sous couvert de soins, elle a créé une chaîne de mort. Les bébés qui lui étaient confiés disparaissaient simplement. La forte mortalité infantile à l'époque lui a permis d'échapper longtemps aux soupçons, mais finalement le nombre de disparitions est devenu trop important pour être ignoré. Son arrestation a été prosaïque et horrible. À la gare, un constable l'a arrêté et a découvert qu'il y avait un corps de bébé dans sa boîte à chapeau et dans le jardin de sa maison. Plusieurs petites tombes ont été trouvées. Minnie Dean est devenue la seule femme exécutée en Nouvelle-Zélande. Son histoire n'est pas simplement celle d'une folle. C'est celle de l'hypocrisie d'une société qui, en condamnant les mères célibataires, a elle-même créé un monstre qui a transformé le soin maternel en un commerce mortel. Dennis Nielsen était un fonctionnaire londonien calme et insignifiant que ses voisins considéraient comme poli et un peu renfermé. Personne n'aurait pu imaginer que derrière la porte de son modeste appartement se cachait un théâtre d'horreur nécrophile. Pendant 5 ans, Nielsen a attiré chez lui de jeunes hommes vulnérables, sans-abri étudiants touristes. Il leur offrait à boire, à manger et un endroit où dormir. Puis il les tuait, mais la mort n'était pas une fin. Pour Nielsen, c'était seulement un commencement. Il conservait les corps de ses victimes pendant des semaines. Il les lavait, les habillait, les asseyait à ses côtés devant la télévision et leur parlait. Il cherchait dans les corps morts la compagnie qui lui manquait tant dans la vie.
Lorsque les corps commençaient à se décomposer, il les dépeçait, évacuait les petites parties dans les toilettes et faisait bouillir les grandes pour séparer la chair des os qu'il cachait sous les lattes du sol. Son empire s'est effondré pour une raison prosaïque, les canalisations étaient bouchées. Lorsque les plombiers ont découvert des restes humains dans les tuyaux, la police a rendu visite à Nielsen. Il n'a pas cherché à nier et a calmement raconté toutes ses 12 voire 15 victimes. L'affaire Nielsen choque non seulement par sa brutalité, mais aussi par sa motivation tragique tordue. Il était un monstre né des abysses de la solitude humaine. L'espace est un silence absolu et une solitude absolue. En 2003, l'astronaute chinois Yang Liwei est devenu le premier homme de son pays à en faire l'expérience. En orbite dans son vaisseau Shenzhou 5, il a soudain entendu quelque chose d'impossible. Un coup. Un coup net et rythmique sur la coque du vaisseau, comme si quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur essayait d'attirer son attention. Il a regardé par le hublot. Autour de lui, il n'y avait que le noir et le vide silencieux. Pas de débris, pas d'anomalie. Le coup s'est répété plusieurs fois pendant le vol inexplicable et troublant. À son retour sur Terre, les ingénieurs n'ont pas pu lui trouver d'explication. Plus tard, d'autres astronautes chinois ont signalé des bruits similaires. La théorie scientifique la plus probable est que c'est une déformation de la coque du vaisseau due à des variations de température. Mais imaginez un instant que vous êtes la personne la plus seule de l'univers enfermée dans une capsule métallique, et soudain vous entendez quelqu'un frapper à votre porte. À ce moment-là, toute théorie scientifique semble faible et peu convaincante. Ce coup n'est pas une menace physique, mais une terreur psychologique, un murmure venu de l'abîme, qui rappelle à quel point nous sommes petits et seuls dans cet infini cosmos. En 1981 à Paris, un crime a repoussé les limites de la compréhension de la cruauté humaine. L'étudiant japonais Issei Sagawa a tué sa camarade de classe René Hartwelt, a abusé de son corps, puis a passé 2 jours à manger des morceaux de son cadavre documentant le processus avec un appareil photo. Lorsqu'il a été arrêté en tentant de se débarrasser des restes, il semblait qu'il allait être condamné à la réclusion à perpétuité. Mais l'histoire a pris un tournant encore plus monstrueux. Sagawa ayant a été déclaré irresponsable et au lieu de la prison, envoyé dans un hôpital psychiatrique en France. Ensuite, il a été expulsé au Japon où, en raison de failles juridiques, il a été déclaré sain d'esprit mais non poursuivable pour un crime commis dans un autre pays. Il a été libéré et est devenu une star. Il a écrit des livres où il détaillait son crime. Il a joué dans des films, donné des interviews, tenu des chroniques culinaires et dessiné des mangas. La société ne s'est pas contentée de lui pardonner, elle a été fascinée par lui. Elle a transformé un cannibale et un meurtrier en une célébrité excentrique. L'histoire d'Issei Sagawa est la conclusion la plus troublante. C'est une histoire non seulement d'un monstre, mais aussi de la faillite morale d'une société qui était prête à donner à ce monstre une scène, un microphone et des applaudissements. L'horreur ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce que nous lui avons permis de faire après cela. Numéro 22. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement est très important pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.
Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важна для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.